place à notre invité, l'invité de cette tranche d'information consacrée à l'actualité internationale sur CRTV News. Le 6 octobre 2021, l'Organisation mondiale de la santé a donné son OK au premier vaccin anti-paludique pour les enfants, recommandant également son déploiement massif, le déploiement massif donc, de ces premiers vaccins dans les pays à haut risque. Un moment historique, a déclaré son directeur. Un moment historique donc à cette période où la communauté internationale s'apprête à célébrer la journée internationale de lutte contre le paludisme le 25 avril prochain. Je vous propose de recevoir sur ce plateau, et il est déjà là, un éminent professeur, le professeur Cyril Ndo. Il est enseignant à l'université de Douala, coordonnateur adjoint du projet PIVEC au Cameroun, et surtout il est chef du département parasitologie et microbiologie au centre de recherche sur la maladie infectieuse. Bonjour professeur. Bonjour. Alors professeur, aujourd'hui nous parlons de paludisme à quelques jours seulement de la célébration de la lutte anti-paludique dans le monde. Professeur, les chiffres sont là. Le dernier rapport sur le paludisme publié le 6 décembre dernier dans le monde estime donc fait état de 14 millions de cas en plus en 2020 et 69 000 décès entre 2019 et 2020. Les chiffres seraient donc en hausse aujourd'hui sur le paludisme. Selon vous, professeur, qu'est-ce qui expliquerait cette hausse dans le monde? Bien, merci de m'avoir invité pour parler du paludisme, qui est la principale maladie parasitaire et qui touche principalement les populations d'Afrique subsaharienne et particulièrement les enfants de moins de 5 ans. Et nous pouvons dire que cette hausse est due à plusieurs facteurs. D'abord, le Covid qui a attiré les attentions des chercheurs et bien d'autres personnes de la communauté scientifique, ce qui fait que les efforts de lutte sur le terrain ont été ralentis parce que les déplacements n'étaient pas permis, des rassemblements et autres, donc cela a pu impacter la lutte contre le paludisme. Mais nous avons aussi d'autres problèmes inhérents, par exemple, à la résistance des vecteurs aux insecticides qui est devenue accrue et qui rend aujourd'hui de moins en moins efficaces les méthodes de lutte antivectorielle telles que la moustiquaire imprégnée d'insecticides, qui aujourd'hui est la principale méthode de lutte antivectorielle. Donc à côté de ça, il y a bien d'autres facteurs, mais je voudrais énumérer ces deux-là pour expliquer cette hausse. Professeur, il y a quelques mois seulement, la communauté scientifique accueillait en grande pompe, le vaccin anti-paludique dans le monde. Où en est-on plus exactement aujourd'hui, professeur? Bien, le vaccin antipaludique, on voudrait dire que c'est une innovation et c'est un espoir dans la lutte antipaludique. Ce vaccin RTSS qui cible les stades pré-rhistocitaires, et donc le mode d'action est d'empêcher, n'est-ce pas, les sporozoïdes de pouvoir envahir les hépatocytes, c'est-à-dire les cellules du foie, ou alors de pouvoir générer une réponse immunitaire qui amènerait à la destruction des cellules qui sont infectées. Mais ce vaccin, effectivement, il est administré aux enfants de 5 mois à 17 mois. Et normalement, il doit être administré en 4 doses et il permet de prévenir 40% des cas de paludisme et 30% des cas de paludisme grave qui généralement aboutissent à la mort. Donc, ce n'est pas un outil qui va lui seul révolutionner la lutte antipaludique, mais il faut dire que c'est un outil qui vient, n'est-ce pas, en complément aux outils qui sont déjà mis en œuvre, c'est-à-dire la lutte antivectorielle à travers l'utilisation de moustiquaires imprégnés d'insecticides, mais aussi le traitement intermittent chez la femme enceinte et bien d'autres mesures de lutte qui sont appliquées, n'est-ce pas, dans les pays endémiques. Alors, professeur, est-ce que ce vaccin a rencontré l'adhésion escomptée sur le terrain? Bien, il faut dire que le contexte dans lequel ce vaccin est arrivé est un peu complexe parce que, vous savez, avec la pandémie actuelle, il y a eu beaucoup d'hypothèses qui ont fait que les populations ne sont pas très réceptives en ce qui concerne les vaccins actuellement. Mais il faudrait dire que dans certains pays, la mise sur le marché et l'utilisation de ce vaccin est déjà recommandée, comme au Kenya, et on voit que ce vaccin commence à faire ses preuves.
parce qu'on voit quand même une réduction significative de la morbidité et de la mortalité due au paludisme. Mais je pense que en dehors du fait que le vaccin est disponible, il faut communiquer et il faut, n'est-ce pas, qu'on accompagne les populations pour leur expliquer le bien fondé de la vaccination. Et je pense que si cela est fait, il y aura une adhésion certainement. Alors moi, je vous pose directement la question, vous qui êtes sur le terrain, est-ce que la sensibilisation suit? Pour le moment, j'avoue qu'au niveau du Cameroun, c'est pas encore ça, mais je pense que la mise en œuvre, n'est-ce pas, de cette sensibilisation et même de la vaccination ne va pas tarder. Mais je pense que dans d'autres pays comme au Burkina Faso, au Kenya, cette sensibilisation est déjà en cours et même le vaccin est déjà utilisé. Et comme je l'ai dit tantôt, ce vaccin produit déjà des effets qui sont visibles en termes de réduction des cas de paludisme et surtout de la mortalité infantile, parce qu'il faut le souligner, comme je l'ai dit, ce sont les enfants qui sont particulièrement affectés par cette maladie. Professeur, dites-nous, vous qui êtes engagé sur le terrain dans la lutte contre le paludisme, quelles sont les difficultés rencontrées ou tout simplement, quelle est la principale difficulté rencontrée aujourd'hui? Bien, la lutte contre le paludisme, elle est complexe parce que le développement du parasite lui-même, il est complexe. C'est un parasite qui doit se développer chez l'homme, n'est-ce pas, dans différentes cellules, ayant différents stades. Et en plus, il doit passer chez le moustique femelle, la nouvelle femelle, où il va accomplir une partie de son cycle. Donc ici, pour lutter contre le paludisme, il faut mettre en œuvre, n'est-ce pas, plusieurs méthodes. Et je voudrais juste parler ici de la lutte antivectorielle, qui est quand même un volet important de la lutte antipaludique, parce qu'il faut quand même signifier aujourd'hui que les gains qu'on a enregistrés dans la lutte contre le paludisme en termes de baisse de morbidité et de mortalité sont principalement attribué à la lutte antivectorielle grâce à la mise en œuvre de l'utilisation des moustiquaires imprégnés d'insecticides. Mais le principal problème qu'on rencontre de nos jours est celui de la résistance de ces anophèles aux insecticides, particulièrement les insecticides de la classe des pyrétronoïdes qui sont les seuls utilisés jusqu'à présent pour imprégner les moustiquaires. Donc ces anophèles ont développé donc des mécanismes comportant des mutations ou alors la surexpression de certains enzymes qui permettent de dégrader l'insecticide avant que celui-là atteigne son site d'action chez le moustique. Et partant, donc le moustique qui reçoit une dose d'insecticide, il va tomber et après un moment, il va se relever, il va continuer son activité. Et on peut le voir de nos jours lorsqu'on va sur le terrain, on retrouve des moustiques qui ont pris du sang et qui se reposent dans la moustiquaire alors que celle-ci, elle imprègne d'insecticides. Donc je pense que c'est le principal challenge aujourd'hui pour la lutte contre le paludisme. Pour ça, il se dit même que les moustiques sont devenus intelligents. Je me suis fait piquer par un moustique à 12 heures en préparant cette émission. Oui, il faut le dire, il est vrai que il y a plusieurs espèces de moustiques. Il y a des moustiques qui piquent dans la journée. Le moustique tigre qui est noir avec des taches blanches, lui qui est le vecteur de la fièvre jaune, de la dengue, chikungunya et autres, c'est un moustique qui pique principalement dans la journée. Mais il faut aussi l'avouer que les anophèles qui sont vecteurs de paludisme, initialement lorsqu'on faisait des études, piquaient des personnes de 18 heures jusqu'à 6h, 5h, 6h du matin. Mais aujourd'hui, avec la mise en place des moustiquaires imprégnés d'insecticides, lorsqu'on fait des études, on voit que ces anophèles ont décalé quand même leur temps de piqûre jusqu'à 8h, 9h, voire 11h du matin. Et ça pose un problème parce qu'à cette période-là, les gens sont sortis des moustiquaires et donc ces personnes peuvent être piquées par ces anophèles qui continuent, n'est-ce pas, leur activité dans les habitations. Donc, on pense que c'est aussi une des réponses des anophèles à la mise en œuvre des moustiquaires imprégnés d'insecticides. Professeur, quand on va à la rencontre des populations, comme en préparant cette émission d'ailleurs, on se rend tout de suite compte que les populations sont fatiguées de lutter contre les moustiques et attendent de vous, pas en tant que personne, mais chercheurs, attendent de vous une solution miracle, à se demander est-ce qu'il existe un peu d'espoir, une lueur d'espoir pour la lutte antivectorielle au Cameroun, en Afrique et dans le monde en général. Ah, merci parce que vous avez parlé d'espoir. J'allais dire que le miracle en science n'existe pas, mais l'espoir, oui, il existe de l'espoir dans la lutte contre le paludisme, principalement parce qu'aujourd'hui, il y a des moustiquaires de nouvelle génération qui sont mises en place avec des insecticides nouveaux
qui ont des modes d'action complètement différents des pyrethronoïdes. Et on pense qu'avec ces nouveaux insecticides et ces nouvelles moustiquaires, on peut arriver encore à infléchir, n'est-ce pas, la courbe des cas et des morts dus au paludisme. Mais en dehors aussi de ces nouvelles moustiquaires, il y a des vaccins, d'autres vaccins qui sont dans la phase 3 des essais. Par exemple, le vaccin R21 qui est développé par l'Université d'Oxford, qui montre quand même une efficacité de 77% dans la réduction des cas de paludisme dans les 12 mois qui suivent l'injection. Donc je pense quand même qu'il y a des pistes comme celles que je viens d'énumérer, mais aussi peut-être avec la mise au point de nouveaux antipaludiques, on pourrait aussi arriver, n'est-ce pas, en combinant les méthodes de lutte antivectorielle et, n'est-ce pas, le traitement en masse des populations. On pense qu'on pourrait faire quelque chose. Mais aussi, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait agir aussi du côté de l'environnement parce qu'on sait que les moustiques qui transmettent le paludisme se développent dans notre environnement. Il est donc important que la communauté soit impliquée dans la lutte contre le paludisme, soit impliquée dans l'aménagement de l'environnement. Et comme ça, on pourrait éliminer les gîtes en moustiques autour des habitations et baisser la transmission. Professeur, le paludisme, vous l'avez déjà dit, est une maladie à transmission vectorielle et c'était au centre de la 3e session annuelle du groupe technique consultatif de la lutte anti-vectorielle qui s'est tenue ici même à Yaoundé. Quel est le bilan de cette rencontre? Bien, il faut dire que cette rencontre qui réunissait tous les acteurs impliqués dans la lutte contre le paludisme a été initié dans le cadre du projet PIVEC, Partnership for Increasing the Impact of Vector Control. Et ce projet qui est financé par le gouvernement anglais était mis en œuvre dans 3 pays d'Afrique subsaharienne, notamment le Cameroun, le Malawi et le Burkina Faso. Et dans le cadre de ce projet, nous avons mis sur pied un groupe technique qui permettait donc, comme je l'ai dit, de réunir tous les acteurs parce qu'on s'est rendu compte qu'au départ, les chercheurs, ils font leurs recherches, ils produisent des résultats, ils les publient et ils restent de leur côté. Ces résultats ne sont pas traduits en politique de santé. Et donc, aujourd'hui, il s'agit de se mettre ensemble pour pouvoir, n'est-ce pas, produire des résultats, mais aussi les traduire en décisions. Donc, c'est un organe qui permet de fournir des évidences. Et donc là, on réunissait tous les chefs de programme contre les maladies à transmission vectorielle, paludisme, onchocercose, schistosomiase, filariose lymphatique et autres. Et c'était aussi le cas d'avoir des acteurs comme ceux du ministère de l'Environnement, de l'Agriculture, des Travaux publics, des Finances, parce que pour faire la recherche, il faut des finances. Et les universitaires et les institutions de recherche. Et durant cette journée, on a fait l'état de la situation sur les maladies à transmission vectorielle au Cameroun. On a fait l'état des lieux, on a présenté les derniers résultats de la recherche et nous avons réfléchi sur les pistes, n'est-ce pas, à adopter pour pouvoir rendre cette lutte plus efficace, mais aussi pour que cette lutte puisse être intégrée, c'est-à-dire qu'elle puisse mettre ensemble tous les acteurs impliqués dans la gestion des maladies vectorielles. Professeur Ndo, vous faites bien de le rappeler. Vous avez parlé du projet PIVEC, le projet PIVEC qui, après 4 ans de laborieux services, est arrivé à Angar. Professeur, est-ce qu'il y a de l'espoir également pour le projet de PIVEC ou alors c'est terminé comme ça? Bien, le projet PIVEC, comme vous le dites, il est rentré en gare, mais comme nous l'avons dit durant cette réunion, il y a un espoir parce qu'il y a d'autres projets qui prendront certainement le relais pour pouvoir faire fonctionner ce groupe technique consultatif parce que durant cette réunion, nous sommes tombés tous d'accord que ce groupe technique il est important. Et donc, au niveau du Center for Research in Infectious Diseases, le directeur exécutif, le professeur Charles Rondi, a pu faire connaître qu'il y a déjà 2 projets qui pourront prendre le relais et qui pourront assurer le fonctionnement de ce groupe technique pendant au moins les 5 prochaines années. Donc, il y a l'espoir. Merci professeur Ndo d'être passé sur ce plateau de CR TV News. Je rappelle que vous êtes enseignant à l'université de Douala, coordonnateur adjoint du projet PIVEC au Cameroun et surtout vous êtes chef du département parasitologie et microbiologie au centre de recherche sur les maladies infectieuses. C'est moi qui vous remercie.
Fin de cette page magazine. Mesdames et messieurs, on se retrouve juste après pour le rappel des titres.